Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, cette commémoration dans un contexte de pandémie et de distanciation sociale à l'occasion du 22e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale. Le prince Moulay Rachid s'est recueilli sur la tombe du regretté souverain dans le cadre du respect par Sa Majesté le roi des mesures préventives prises pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Le souverain a bien voulu commémorer cet anniversaire dans un cadre privé. Je vous le disais en titre, les conditions météorologiques ont connu certaines perturbations aujourd'hui. Des chutes de neige, des averses orageuses et de fortes pluies ont été enregistrées dans plusieurs provinces du royaume. Le mercure va encore descendre durant les prochains jours, selon un bulletin spécial de niveau orange de la météorologie nationale. Un temps froid est prévu de jeudi à samedi. Ces images ont été prises cet après-midi à Rabat. Et dans les zones montagneuses, la saison hivernale s'annonce rude et froide. Dès la chute des premiers flocons de neige, les populations des zones enclavées se préparent et essayent de s'approvisionner comme ils peuvent. Mais la rareté des bois de chauffage et l'isolement ne facilitent pas la donne. Beaucoup de familles n'ont pas les moyens nécessaires pour constituer des stocks suffisants, surtout que les prix du bois de chauffage repartent à la hausse. Exemple dans l'un des 11 points de vente de la commune de Boumia, dans la province de Rachidia. Reportage Abd Samad Taam sur un récit de Sarah Chabi. Dans la commune rurale de Boumia, chaque ménage consomme annuellement jusqu'à 20 quintaux de bois de chauffage pour faire face aux aléas de l'hiver. En 10 ans, le prix de cette denrée aussi rare qu'essentielle a augmenté de moitié, un fardeau de plus pour les familles nécessiteuses. Avant, un quintal coûtait entre 70 et 90 dirhams. Aujourd'hui, les prix ont flambé parce que ce combustible de chauffage n'est plus aussi disponible. En plus, notre fournisseur est à Azilal. À l'approche de la saison hivernale, il ne suffit pas de s'approvisionner en quantité suffisante de bois de chauffage. Les habitants de cette petite localité se voient obligés d'acquérir de nouveaux fours. Il faut compter un budget de 3 à 8 000 dirhams par an pour acheter du bois de chauffage et des fours, ou du moins entretenir les anciens. Autant qu'acteur associatif, je demande à ce que les populations résidant dans les zones montagneuses bénéficient de tarifs préférentiels sur l'électricité pour qu'ils puissent utiliser les fours électriques. En plus, c'est écologique. Cette année encore, ce sont près de 3000 tonnes de bois de chauffage qui seront écoulées au prix fort dans la commune de Boumia. Cette dernière dispose d'une dizaine de points de vente. Après la polémique suscitée par les abus des cliniques privées relatifs à la prise en charge des patients Covid, les sanctions commencent à tomber. L'Agence nationale de l'assurance maladie a annoncé aujourd'hui sa décision de suspendre provisoirement 3 cliniques privées du mode tiers payant pour pratiques contraventionnelles et dépassements avérés de la tarification nationale de référence. Les détails dans ce reportage de Abdel Fattah Moumen, le récit de Amina Mkhalq. Redouane Wahidi a constitué tout un dossier pour contester le prix des prestations d'une clinique privée. L'établissement où son père atteint de coronavirus est décédé le lendemain de son hospitalisation lui a réclamé un chèque de garantie de l'ordre de 60 000 dirhams. La clinique a ensuite déduit 18 000 dirhams de cette somme. Selon cet établissement, le tarif d'une seule nuit est de 14 700 dirhams. Encore plus surprenant, c'est qu'on nous facture une deuxième fois des analyses qui ont coûté environ 5 000 dirhams. Pourtant, nous avions déjà réglé ce montant. Ces pratiques non réglementaires ont été dénoncées avec vigueur par le ministère de la Santé et l'Agence nationale de l'assurance maladie. À l'initiative de la tutelle, l'ANAM a annoncé des suspensions provisoires du mode tiers payant à l'encontre de 3 cliniques. Ces cliniques sont appelées à restituer les sommes perçues au profit des assurés victimes. Nous nous sommes mis d'accord sur 80% des sujets abordés au cours de cette réunion. Les discussions se poursuivent pour trouver un terrain d'entente sur toutes les questions. Notre objectif est que le citoyen soit serein lorsqu'il franchit les portes d'une clinique, qu'il soit certain de payer un tarif raisonnable fixé en toute transparence.
Car désormais, un schéma de prise en charge des patients atteints de coronavirus sera fixé. L'objectif est de revaloriser la tarification nationale de référence qui fera l'objet d'une étude d'impact. Et toujours concernant le Covid-19, arrêtons-nous sur le compte-rendu quotidien de la situation épidémiologique au Maroc. Selon les dernières données du ministère de la Santé, 70 nouveaux décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures, un intervalle durant lequel 4 979 nouveaux cas d'infection ont été recensés à travers le royaume. C'est toujours Casablanca-Stade qui arrive en tête des régions en termes de nouveaux cas avec 1889. Situation inquiétante également à Rabat, Salé, Kenitra, avec 818 nouveaux cas annoncés. Les annonces sur la mise au point de nouveaux vaccins se multiplient dans le monde. Les premières vaccinations sont attendues dans quelques semaines, d'abord aux États-Unis, puis en Europe. Les développements dans ce récit de Mamadou Diaye. Le feu vert, voilà ce qu'attendent les laboratoires et sociétés pour commencer la fabrication de masse et la distribution à grande échelle des vaccins anti-Covid. Depuis quelques jours, plusieurs résultats probants ont été annoncés. Dernier en date, ceux du laboratoire britannique AstraZeneca pour un vaccin efficace à 70%, voire 90% dans certains cas. Mais ces acteurs n'aiment pas parler de compétition. Pour certains, l'existence de plusieurs vaccins est perçue comme souhaitable pour mieux faire face à la pandémie. Nous avons besoin de différents types de vaccins parce qu'ils s'adaptent à différentes circonstances, à différents systèmes de soins de santé et 70% d'efficacité, c'est parfaitement bon. Après tout, les vaccins contre la grippe ne sont efficaces qu'à 50%, donc c'est un très bon résultat. Autre défi qui se pointe à l'horizon est celui de la logistique. Le stockage et le transport des doses de vaccins requièrent des conditions spéciales. Certains vaccins exigent des températures de conservation très basses. Ce centre de recherche de Los Angeles se prépare en conséquence. En tant que grand centre de recherche, nous avons ces besoins pour ce stockage ultra froid pour soutenir certains de nos projets de recherche. Donc nous avons les équipements qu'il faut sur place et déjà disponibles. La fin de l'année 2020 se présente comme une lueur d'espoir dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Plus de 10 vaccins sont actuellement en phase 3 d'essais cliniques dans le monde sur les 48 projets de recherche recensés par l'OMS. Et pour parler de ces vaccins, nous retrouvons en direct de Bruxelles le docteur Samir Kaddar, médecin spécialiste en réanimation et président du réseau des compétences médicales marocaines du monde. Docteur, bonsoir. Alors, les sources d'approvisionnement en vaccins sont nombreuses. C'est une véritable bataille planétaire. Si un pays comme le Maroc devait choisir un vaccin, sur quels critères devrait-on se baser ? Merci beaucoup pour l'invitation, mais tout d'abord, j'aimerais bien m'arrêter 2 secondes sur nos professionnels de santé, une pensée particulière à eux, les médecins, les infirmières, les infirmiers et tout le personnel de soins de santé qui prennent des risques énormes lors de des soins donc, prodigués lors de cette Covid-19. Sans oublier mes condoléances qui vont aux familles des victimes qui sont tombées dans le champ de bataille lors des soins qui ont été donnés aux patients. Actuellement, lors de cette deuxième vague, nous avons constaté qu'il y a une augmentation du nombre, une augmentation de la mortalité, de la morbidité. Vous l'avez dit lors de l'introduction que la situation est inquiétante. Heureusement, des lueurs d'espoir, il y a des vaccins qui commencent à arriver, mais plutôt donc à la fin de leur phase 3, la phase terminale. Donc il y en a plusieurs. Il y a une course qui contre la montre pour les mettre sur le marché. Plusieurs pays ont fait la demande, ont fait la commande. Plusieurs pays sont en préparation de la phase logistique qui est quand même énorme. Le Maroc n'est pas en reste. Là aussi, il a fait le nécessaire. Je crois pour le Maroc, vu cette logistique donc énorme et complexe qui concerne certains vaccins, donc qui nécessitent notamment donc une réfrigération à jusqu'à moins 80 degrés. À mon avis, des vaccins qui sont différents seraient de meilleure
seraient les bienvenus. Voilà. Alors, est-ce que le passage à la vaccination massive des populations doit se faire avec l'aval du vaccin en question par l'OMS ou est-ce que chaque État est souverain dans sa démarche? C'est une bonne question, mesdames. C'est une question très pertinente. Vous savez, l'OMS, c'est un organisme international. Il oriente, il publie, il suit, il évalue plusieurs données à l'international. Mais les questions de santé, certaines questions de santé restent souveraines par rapport aux États. Et on voit ça même au sein de l'Union européenne, où c'est l'Union, où il y a plusieurs décisions qui sont fédérées. La question des soins de santé reste quand même propriété de l'État et reste souveraine. Je crois ici, chaque pays doit prendre des décisions, bien entendu en concertation avec les scientifiques de tutelle et assez synchrone avec les recherches et les données actuelles de la médecine. Docteur Samir Qaddar, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. À présent, focus sur ce rapport publié vendredi à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. L'UNICEF, l'UNESCO et la Banque mondiale ont réuni les conclusions de différentes enquêtes sur les ripostes nationales au Covid-19 en matière d'éducation. L'étude menée dans près de 150 pays entre le mois de juin et d'octobre met en exergue les ravages provoqués par la pandémie sur l'enseignement des enfants à travers le monde. Reportage de Berdan, récit Sarah Jabi. La menace que fait peser la Covid-19 sur les enfants est colossale et s'étend au-delà des effets physiques immédiats provoqués par la maladie. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par l'UNICEF, l'UNESCO et la Banque mondiale sur les ripostes nationales à la pandémie en matière d'éducation. Ce qu'il faut voir, c'est l'impact néfaste que la pandémie a sur leur éducation, sur leur capacité d'avoir accès à une nutrition de qualité, sur le fait que beaucoup d'enfants qui sont déjà dans des foyers et des ménages qui étaient précaires, des foyers qui font face à une crise socio-économique sans précédent. Selon ce même rapport, les écoliers des pays à revenus faibles et intermédiaires de la tranche inférieure ont déjà perdu près de 4 mois de scolarité depuis le déclenchement de la pandémie, contre 6 semaines dans les pays à revenus élevés. Et que les années à venir, il y aura des répercussions encore néfastes sur les enfants. Cette question ne se termine pas cette année. Elle va continuer encore pour une longue durée. Et qu'il faut multiplier les efforts aujourd'hui. C'est clair aussi que les mesures socio-économiques que le gouvernement et le pays a mis en place rapidement, de façon assez efficiente, ont contribué à adresser les problèmes et les besoins de la population affectée. Pour l'UNICEF, près d'1,6 milliard d'enfants à travers le monde ont été concernés par la fermeture des écoles. L'organisation onusienne estime que plus de 150 millions d'enfants et de jeunes pourraient se retrouver en situation de pauvreté d'ici la fin de l'année en cours. Pour commémorer la journée pour l'élimination de la violence faite aux femmes, 2M réitère son engagement auprès d'ONU Femmes pour accompagner les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. C'est pourquoi nous portons tous ces écharpes oranges. La 18e campagne nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes a été lancée aujourd'hui à Rabat. Mrima Mellel, Oussama Bkali pour le récit. À l'origine de nombre de dérèglements sociaux, considérée comme un problème de santé publique, la violence à l'égard des femmes touche toute la société marocaine. C'est un phénomène contre lequel la lutte ne peut être que conjointe. C'est l'objet de la 18e campagne nationale de la lutte contre la violence à l'égard des femmes qui a eu lieu ce matin à Rabat. Nous souhaitons interpeller la conscience collective à travers le slogan marocain uni et rejetant la violence contre les femmes. Il illustre notre voix commune, attachée à nos valeurs et à nos traditions, et appelle à une société plus unifiée et plus pacifique. Nous avons besoin de plus de sensibilisation pour une prise de conscience des dangers de la violence contre la femme à toute étape de sa vie, mais également quel que soit le type de violence auquel elle est exposée.
Une campagne de sensibilisation qui a débuté donc aujourd'hui et qui se poursuivra durant 16 jours afin non seulement de faire un bilan de cette lutte, d'aborder les expériences réussies, mais également de dresser de nouveaux objectifs pour l'éradication de toute violence au sein de la société. La violence n'est pas un problème qui ne touche que les femmes, mais bien toute la société. Chacun doit le combattre de son côté. La violence a une charge sociale néfaste et impacte le développement, la démocratie et les droits de l'homme. Selon une enquête menée par le Haut Commissariat au Plan en 2019, plus de 6 millions de femmes marocaines seraient victimes de violences conjugales. Levée de rideau hier soir de la 26e édition du Festival international d'art vidéo de Casablanca, diffusé en ligne cette année, pandémie oblige, jusqu'au 28 novembre. Le public pourra suivre des spectacles vidéo de 25 pays du monde sans quitter son salon. Et c'est la scène numérique québécoise qui est l'invité d'honneur de cette édition virtuelle. Reportage Amin Hiddou, le récit est de Samia Halis. À la faculté des lettres de Bemsik, on est loin de l'effervescence des préparatifs du FIAV. Les artistes des 25 pays participant au Festival international d'art vidéo de Casablanca ne visiteront pas la métropole cette année. Mais leurs œuvres seront bel et bien présentes sur la toile. Levée de rideau hier soir avec, comme tous les ans, des spectacles qui racontent l'air du temps. L'incertitude, l'inquiétude et la fragilité induite par cette crise sanitaire et humaine transparaissent en filigrane à travers toutes les vidéos. Casablanca, cette année, ne va pas recevoir les 200 ou 300 artistes du monde entier. On va les avoir à distance par la projection de leurs œuvres depuis des machines, parce qu'on a trouvé que c'est le seul moyen pour garder le festival à son rendez-vous. Jusqu'au 28 novembre, le public aura droit à des spectacles alliant vidéo et chorégraphie, à des ateliers, des tables rondes, des expositions virtuelles et même des web-séries. Bref, une édition presque comme d'habitude. Il n'y a rien qui nous remplace, évidemment, la rencontre réelle entre le public et les artistes dans un espace physique partagé. Donc, parce que c'est humain, c'est l'essence même de toute rencontre et de tout festival. C'est cette rencontre directe entre les différents partenaires. Mais quand même, nous avons réussi à organiser cette édition qui est dédiée aux œuvres réalisées pendant le confinement. Cette édition d'exception est consacrée à la scène numérique québécoise. Une édition virtuelle à échelle réduite, mais riche et variée, avec une programmation qui célèbre le corps dans tous ses états, qu'ils soient réels, virtuels, symboliques, métaphoriques ou poétiques. Pour terminer cette édition, cette triste nouvelle pour le monde du football, Diego Armando Maradona est décédé ce mercredi d'un arrêt cardiaque. L'annonce a été faite par la presse argentine. Plus qu'un joueur, c'est un engagement humain. Marwan Zrari revient sur la carrière extraordinaire de cet homme hors norme. Le monde du football est en deuil aujourd'hui. La légende argentine nous a quittés à l'âge de 60 ans de suite d'une crise cardiaque. L'annonce a été faite par les médias argentins, puis confirmée par son porte-parole auprès de l'AFP. Diego Armando Maradona était plus qu'une star de football, mais une icône pour toute une génération. Le plus grand talent individuel jamais vu sur un terrain de football, plus qu'une idole ou un artiste surdoué, un mythe qui a su marquer l'histoire de la discipline. Le 3 novembre dernier, Diego Armando Maradona avait été opéré d'un hématome à la tête 5 jours après avoir fêté son 60e anniversaire. Le gouvernement argentin a décrété 3 jours de deuil national en hommage à son champion du monde 86, idole de tout un peuple, El Pibe de Oro, ou le gamin en or. 90 sélections et 34 buts, a été élu meilleur joueur et meilleur passeur du mondial mexicain. Diego Maradona est passé par Naples où il a connu son âge d'or et ses 2 seuls titres de champion d'Italie de football, 87 et 90. Il est passé également par Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelone, Séville ou encore les Newell's Old Boys. Maradona s'est ensuite essayé à une autre vie
comme sélectionneur de l'Argentine entre 2008 et 2010, puis coach du Gimnasia Esgrima La Plata depuis septembre 2019. La légende du football argentin Diego Maradona est venu plus d'une fois au Maroc pour notamment célébrer le 40e anniversaire de la Marche verte en 2015. Il a participé au match organisé en l'honneur des anciennes gloires du football mondial au stade Cheikh Mohamed Lardaf de Laayoune. C'est une immense page de l'histoire du football qui se tourne. Tous les amoureux de cette discipline se souviendront toujours de ce mythe qui aura élevé son sport au rang d'art. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, cette commémoration dans un contexte de pandémie et de distanciation sociale à l'occasion du 22e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid s'est recueilli sur la tombe du regretté souverain dans le cadre du respect par Sa Majesté le roi des mesures préventives prises pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Le souverain a bien voulu commémorer cet anniversaire dans un cadre privé. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Rahma El-Hennaoui, juste après confidence de presse avec Abdullah Tourabi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.